comédien, 500 films et plus, en attendant mieux. 57 ans, 26 ans de prison. Je ne suis pas né gentilhomme comme Chateaubriand, je suis né délinquant. Avec Nobel, qui est le Robin des Bois des cités, on a un parcours différent mais parallèle quelque part, un parcours spectral. On a en tout cas le même ressort impérieux, l'injustice. Il est taraudé par l'injustice générale et cristallisé, et moi aussi. Ce qui m'a toujours heurté, c'est l'injustice. Du reste, je répète souvent que si les gens avaient été polis et justes, j'aurais jamais fait de cinéma. On m'aurait congédié poliment, me disant ben non, on tourne pas, il n'y a rien pour vous, monsieur, au revoir. J'aurais probablement jamais insisté. Ma vie aujourd'hui, je me faufile entre le tribunal et la caméra. J'espère réaliser la caméra au point comme j'ai eu une arme au point. Alors, ce qui me hante aujourd'hui, c'est la police, la justice, la prison. On vit dans un système où on a confisqué toutes les libertés. Et il faudrait apprendre, parce qu'ils en seront victimes, tôt ou tard, il faudrait apprendre la prison aux enfants, apprendre la justice aux enfants, apprendre la police aux enfants. Voilà, ça c'est ce qui me hante. Ce qui me hante évidemment, c'est l'extermination des gens, c'est le racisme, c'est l'intolérance, c'est l'ignorance, c'est la misère, c'est l'inégalité, c'est cette humanité qui se programme ou s'auto-programme tous les jours avec la télévision qui transforme l'être humain en produit chimique, cerveau chimique. Cette humanité qui se programme à ne plus jamais être la vraie vie, à ne plus jamais être humain. Alors moi, j'ai encore la volupté, mon silence est une révolte parfois, mais j'ai encore la volupté, je dirais presque criminelle, d'une vie sauvage. Moi, je me contente de mon statut, parce que je me dis que le jour où on posera un nom sur mon visage, ou le jour où mon visage sera associé à un nom au néon, je crois que mon temps de cinéma sera vécu. Il faut qu'un comédien, je ne parle pas des vedettes, un comédien digne de ce nom, il faut qu'il ait une marge d'énigme, une part de mystère. Autrement, il n'apporte plus rien au spectateur, il n'est plus crédible. Quand on joue Belmondo une fois pour toutes. Eh oui, alors je vais vous dire que... Bon, bref, c'est très bien. Mais quand on joue un facteur, quand on joue un psychopathe, un assassin, un fou, un personnage à relief, on est obligé d'être crédible. Et si on est trop vu, trop connu, trop mis en valeur, on n'est plus crédible. Je m'en sors avec une pirouette. Au dernier festival de Nancy, le directeur du festival, M. Humbert, m'a dit « Au fond, vous êtes un inconnu connu. » Je dis « Si vous voulez. » Je dis « Si vous voulez. » Alors, comment allez-vous ? Vous savez, hein, tout ça c'est subjectif. Hein. Les vitraux des cathédrales exposés au nord sont aussi beaux que ceux qui sont exposés au sud. Seulement, ils ne sont pas dans la lumière. Tout est là. Il y a cette phrase de Cassavetes qui m'est restée à l'esprit. Lui était un cinéaste que j'aimais beaucoup parce qu'il était vraiment dans les affects. Il était dans le social, il était dans la communication, dans le non-dit entre les êtres humains, quoi. On sentait qu'il avait l'intensité d'un rapport à la vie, quoi, et à l'autre. Et il a dit, je crois, juste avant de mourir, le seul espoir de notre monde réside dans la folie, quoi. Et il y a de la folie dans le cinéma, mais il y a aussi, tu as raison, c'est pas le milieu tout court, c'est le milieu que des trahisons, quoi. Moi, je ne connais pas un acteur qui ne se ferait pas sodomiser par un premier rôle. Ça n'existe pas, quoi. Tous les acteurs, dès lors qu'on leur propose un premier rôle, ils se mettent en levrette devant le metteur en scène et le producteur. D'abord, il y a un fond scénaristique à observer. Il est évident que la vie d'un grand voyou
est plus spectaculaire et cinématographique que celle d'un facteur de village. Hein. Alors automatiquement, étant donné qu'il y a des grands voyous, des beaux voyous, qui ont des parcours absolument ahurissants, vous savez qu'on n'a pas encore fini de parler de Mesrine. Il est encore plus grand mort que vivant. Je sais qu'on fait un film en ce moment sur lui, et ce sont les mêmes gens, pratiquement, et qui ont essayé de faire un film avec Mesrine il y a une quinzaine d'années. Certains y ont laissé leur vie, du reste. Et là, j'ai l'impression qu'on fait une rebelote. Parce qu'on ne tient pas assez compte de l'iceberg que représente la voyoucratie. C'est-à-dire que Mesrine était une stature, c'était une pointure, mais il avait des scribes, comme votre serviteur, et comme Talha Bajaj. Il avait des seconds couteaux, il avait des lieutenants, il avait des émules, et il a des fans, comme une rockstar. Mais chez Mesrine, c'est une rockstar. Beaucoup de gens qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des méchants, quelque part sont assez fascinés par cette image. J'étais en quartier de sécurité pendant un an avec Jacques Mesrine. Donc ensemble, nous avons débuté le combat contre les quartiers de sécurité. Nous avons ensemble fondé le syndicat des évadés. Et nous avons ensemble préparé l'évasion de la santé. Donc l'évasion de la santé concernait uniquement Mesrine. Bess a été invité, Karmanrine a été invité. Moi, je n'étais pas sur place, donc j'étais resté au QHS de Fleury-Mérogis, donc je n'ai pas pu partir. Alors les gens qui vont faire un film sur Mesrine, sans me demander, Mesrine a eu beaucoup d'amis, il a eu beaucoup de complices, certains sont morts, certains sont encore vivants, moi je suis encore présent là vivant, j'ai une partie de ma vie avec lui. Quand ce film va se tourner, il faudra forcément me demander mon avis sur, bien là on ne traite pas les QHS, on ne traite pas l'évasion de la santé, sinon c'est une façon d'occuper cette partie de vie que j'ai avec lui, et c'est une agression. Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir piston, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale con, ça te regarde pas ?» Et je lui ai dit « Crève salope » et je lui ai dit « Crève charogne » et je lui ai dit « Crève poubelle, blanc, une baigne ». Moi, j'aime le cinéma si c'est un cinéma critique, si c'est un cinéma qui fait que tu sors et que tu n'es pas indemne, ça t'enrichit, ça t'aide à penser, à vivre. Et je suis allé voir les invasions barbares, je venais de perdre mon chien, j'étais désespéré, mais je pleurais tous les jours et je me disais quelle injustice. 9 ans avec mon chien, c'était... Jamais on m'a aimé comme ça, quoi. Il pouvait avoir froid, il pouvait avoir faim, il a passé sa vie à m'attendre, à me regarder. Ce qu'il voulait, c'était être avec moi, quoi. Ça me fait penser à cette chanson d'Amalia Rodriguez. Quand elle faisait ses débuts, c'était une petite marchande de cartes postales ou de poissons sur le port de Lisbonne. Et un de ses premiers textes, c'est Barco Negro. Et elle dit, elle voit au loin la barque noire qui s'en va, et à l'intérieur de la barque noire, il y a l'homme qu'elle aime, elle va l'attendre. Et elle dit, quand tu reviendras, je ne serai jamais assez près de toi. Moi, ma définition de l'amour, c'est ça. C'est l'intensité. On n'est jamais assez proche de l'autre. Moi, je suis toujours torride de la personne que j'aime. Je ne peux aimer que bouleverser. Je ne peux pas aimer dans un quotidien ordinaire. J'ai besoin d'admirer, d'être surpris tout le temps. Je ne peux pas aimer si c'est quelconque, si c'est... voilà. Alors on me dit, ouais, mais ton chien, il n'avait pas droit à la parole. Il donnait tellement l'impression de comprendre, qu'il me comprenait ou il ne me comprenait pas. J'allais mal, il allait mal, quoi. Et puis jamais, mais jamais il s'apitoyait sur lui-même. Il était paralysé, il se traînait sur le cul pour venir me dire bonjour. Alors ça fait un peu macho de dire ça, mais j'ai envie de dire, je serais prêt à retomber amoureux, aller en enfer le jour qu'il y aura une gonzesse qui se traînera sur à 4 pattes pour me dire bonjour. Non, coupé. Moi, je venais d'un milieu que l'on dit maintenant marginal, pour être poli, et je croyais que le cinéma, c'était des gens bien.
Alors j'étais venu avec ma carte du Racing, ma carte du Rotary Club, mon passeport international, et ma cravate, mon costume Prince de Galles. Et je m'aperçus que j'avais affaire à des gens qui étaient encore plus voyous que le milieu que j'avais quitté, sans en respecter le code supposé. Parce que comme je l'écris dans beaucoup de mes ouvrages, le milieu du cinéma, c'est le milieu tout court. À la différence près avec le milieu traditionnel, c'est que dans le milieu traditionnel, les morts, ils ne se relèvent pas. Dans le milieu du théâtre du cinéma, les morts se relèvent pour saluer à la fin de la générale. Voilà la seule différence qu'il y a. Moi, je dirais que le milieu du cinéma et le milieu tout court, c'est la même chose parce que le milieu de cinéma, c'est un milieu de trahison. Et le milieu tout court, ça a toujours été aussi un milieu de trahison. Moi, j'ai pas connu dans ma vie beaucoup de voyous qui, quand ils étaient au tourniquet, se tenaient bien, quoi. Les mecs, pour pas morfler du placard, ils vendraient leur père et leur mère. Ça, c'est une généralité. Quelques-uns résistent. Dans le cinéma, pour avoir le premier rôle, ils vendraient leur père et leur mère. Il n'y en a pas beaucoup qui résistent. Donc, à la limite, ça peut s'appliquer au système dans lequel on vit, quoi. Tu sais, cette phrase des situationnistes, fais de ta vie un usage passionnant. Un jour, on me dit, on tourne un film à Puteaux. Taxi. J'interpelle un taxi, je monte dedans, je lui dis à Puteaux. Il me dit à Puteaux où? Je lui dis roule, je te dirai. J'arrive à Puteaux et je rentre dans une cour de ferme et je vois un gars qui plantait une forêt de bambou dans une cour pavée à Puteaux pour un film qui était censé se passer en Chine. Je dis, c'est ça le cinéma? C'est ça le cinéma? Un mec qui plante une forêt de bambou dans une cour pavée à Puteaux. Je suis rentré, il y avait une espèce de hangar. Et dans ce hangar, il y avait un licage avec un sexe symbole des années 40 en déshabillé vaporeux, qui était un peu décharné du reste. Elle était là auprès d'un ventilateur qui ne tournait pas. Elle censée crever de chaleur alors qu'on pelait de froid. J'ai dit, mais c'est ça le cinéma? Et je vois un grand diable qui tirait des câbles. J'ai dit, qui c'est le patron? Il me dit, c'est moi. J'ai comment t'es le patron et tu tires les câbles et les projets, tu mets du papier à chocolat sur les lumières? Il me dit oui. Eh ben je dis, on n'est pas fauchés. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais dans ton film? Il me dit, et toi je te connais? Je dis, d'où tu me connais? Il m'a dit, tu as tourné avec moi dans La Fille perdue. Je ne l'avais pas reconnu. C'est un metteur en scène qui s'appelait Jean Bourguet et qui faisait un remake de Malaria, un film qui s'appelait Malaria, un film qui avait eu du succès dans le temps. Ah, il faisait un remake de ça, mais avec des moyens extrêmement modestes et réduits. Il y avait un Chinois qui tirait un pouce-pouce qui n'avançait pas, pour une raison très simple, c'est parce que s'il avait avancé, il serait sorti du cadre. Alors le Chinois faisait semblant que c'est bon. Et il m'a dit, tiens, tu te mets à côté de l'explorateur. Alors je vois un mec, il avait un costume blanc sale, il était planté là, et je lui dis, tu es qui toi? Il me dit Jean-Pierre Mocky. Ah bon? Tu étais l'explorateur? Il me dit oui. Et j'ai donc apparu dans ce film qui s'appelait Malaria bis. Et ça me faisait beaucoup rire. Cette fausse ambiance me faisait beaucoup rire. Ça se conduit pas, rien. Tu touches pas au volant. Pas besoin de mettre les mains sur le volant. On croyait que le cinéma c'était une industrie décente, cohérente, intelligente. Et on s'est aperçu qu'une affaire sur deux se faisait avec l'héritage d'une vieille belle-mère qui souvent n'était pas, d'une vieille grand-mère, pardon, qui n'était pas votre grand-mère. Entre guillemets, les plus grands metteurs en scène français se disent, avec quoi avez-vous fait votre premier film? Oh, avec l'héritage d'une vieille grand-mère. Et ils ne donnent pas de détails. On ne sait pas s'ils ont brûlé les pieds de la vieille personne en question. On ne sait pas comment ils ont obtenu cet héritage. C'est quand même... Bon, autre chose. Au fur et à mesure où on entrait dans le métier, Attal et moi, on s'est aperçu qu'on était les seuls personnages de petite extraction populaire. Je m'explique. En 50 ans de cinéma, j'ai rencontré très peu de vedettes, de stars de petite extraction populaire. À part peut-être Yves Montand,
qui vendait des balais de chiottes à l'arabe dans les rues de Marseille, quand il avait 20 ans, ou Audiard, qui est de l'assistance publique. Mais tous les autres, c'est des fils de grands bourges. Petit, tu passes devant une boulangerie, tu peux pas t'acheter un millefeuille. Tu n'as pas d'argent. Moi, quand j'allais à l'école, je mettais toujours les habits de mon frère parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, j'avais jamais d'habits neufs. La raison, elle est la misère. Moi, je suis né dans la misère, je suis né dans le ruisseau. Donc, pour moi, la délinquance, c'est imposé à moi comme une nécessité de besoin. Pour moi, être voleur, c'était un devoir, c'était une révolte, c'était ne pas subir, c'était pas forcément une éducation. Regarde, regarde, t'as vu? Ouais, non, j'ai pas vu. J'ai oublié. Tu l'as pris ou pas? Quoi? Ouais, un héron. Un héron. Ah, j'ai pas vu. Un héron qui va mourir parce qu'il n'a pas réussi à partir avec les autres. Ah, oui. Donc il va mourir de froid. Et je suis allé vers tout ce qui nous manquait, c'est-à-dire l'argent. T'as pas d'argent, t'existes pas. Moi, je me rappelle qu'à l'école, je piquais les pains croissants de mes petits copains, quoi. Et que moi, j'avais pas de chocolat, j'avais pas de tout ça, alors hop. Puis après, je le revendiquais. Je disais, ouais, c'est moi qui t'ai bouffé ton pain au chocolat, et alors? C'est comme ça que je suis devenu un écolier turbulent, trublion, mauvais écolier, bagarreur à l'école, bagarreur dans la vie, bagarreur devant les juges, bagarreur devant les flics, bagarreur devant les journalistes, bagarreur dans le social, bagarreur avec l'écriture, puisque je suis venu à l'écriture. J'espère un jour bagarreur dans le cinéma, bagarreur aussi sur la fin de ma vie. Si je dois casser ma pipe, je sais pas. Oui, bah moi, j'étais boxeur professionnel tout de même. Hein. Moi aussi, j'ai fait de la boxe. J'étais boxeur professionnel, j'ai fait 4 combats, on appelait ça indépendant. C'est-à-dire, c'était les boxeurs professionnels, mais débutants professionnels. Et bon, et c'est vrai que j'avais le coup de poing facile et très sec. Je ne sais pas, c'est une histoire de... Je suis un petit gabarit, mais je sais que j'étais bien proportionné, extrêmement costaud, et chaque fois que j'ai frappé un type, il est tombé. Et au début, ça m'étonnait, j'étais le premier étonné de cette vivacité de gestes et de cette précision de percussion. Et quand je voyais un mec qui était grand, qui était gros, je disais, mais il ne se rend pas compte, ce mec-là, si je le cadre, mais il va dormir 20 minutes. Bon, alors c'est devenu une espèce de coquetterie de ma part et j'ai eu beaucoup de mal. Puis j'avais un esprit un peu tordu aussi. Quand je voyais un mec dans la rue, même si c'était le facteur du village, je regardais sa jambe d'appui, je regardais sa position et tout, je disais comment je peux faire pour le tordre celui-là. Moi, à chaque fois que j'ai eu en face de moi quelqu'un de plus balèze, que ce soit au niveau individuel d'une personne humaine ou même d'une institution, j'ai toujours réfléchi comment le tordre. Oui, mais toi, tu étais grand et costaud. Moi, j'étais... Non, mais attends, quand tu es en prison, tu es l'infini contre un char d'assaut. Et pourtant, même si je ne suis qu'un moustique qui va aller combattre un char d'assaut, je vais trouver le moyen de tordre le char d'assaut. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, quand toi tu dis, le mec en face, il faut qu'il tombe, à travers ce mec, il y a plein d'autres choses qui doivent tomber. C'est-à-dire ne pas être passif, ne pas accepter, savoir dire non. Tu remarqueras que les grands cinglés, les grands assassins, les grands tueurs, c'est confié aux États-Unis à des gens comme Edward J. Robinson, Richard Widmark, ou des mecs comme ça, tu vois, qui sont de très grands acteurs et de fortes personnalités, des grandes vedettes. Alors j'ai dit, moi, petit comédien français, on me donne des petits rôles comme ça, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Tu vois? C'est pour ça que je fouillais bien le personnage. Et dans chaque personnage le plus hideux que j'ai eu à jouer, j'ai toujours essayé de trouver la fêlure. Parce que j'ai jamais perdu de vue que ce métier était une transposition de la vérité, pas la vérité. Ma mère était serveuse dans un restaurant au Marronnier, à Belleville. Et ma mère, c'était une femme complètement, perpétuellement affolée, petite, brune, maigre, nerveuse. Bon. Et sa collègue, c'était une Alsacienne, blonde, ronde, calme, posée, jolie, coquette, avec des fossettes et tout. Elle calmait toujours ma mère.
Et elle disait à ma mère, tu n'as pas baptisé ton domino. Ma mère, elle dit, non, nous on n'est pas catholiques, je ne vois pas comment je pourrais baptiser mon domino, tu vois. Ah si, il faut baptiser, il faut baptiser. Alors à cette époque-là, ma mère, elle faisait n'importe quoi pour s'arracher à tout, tu vois. Elle dit, bon, on fait comme tu veux. Alors il y a des gens qui disent, vous savez qui c'est qui est dans la voiture, devant la porte, qui est assis dans la voiture toute la journée? Le monsieur qui vient en costume clair, là, qui vient prendre un blanc, là, et qui laisse 2 fois le prix de la consommation comme pour boire. Vous savez qui c'est? Il dit non. Il dit, c'est Pierrot le Fou. Alors Madeleine Gallois, elle dit, c'est mon ami. Elle dit, comment? Madeleine, vous avez Pierrot le Fou comme ami? Elle dit, mais il n'est pas Pierrot le Fou, il est très gentil. Et pour conforter ça, elle dit à ma mère, tiens, il va faire le parrain de ton domino. Alors ça fait que sur mon bulletin de baptême, j'ai Madeleine Gallois et Pierre Loutrel comme parrain. Alors bon, mon père à l'époque il joue aux cartes avec des voyous, avec des flics, avec tout, pour pas être pris par la Gestapo ou par les polices de Vichy. Et j'ai vu mon père avec 4 rois dans la main, quand le Corse en face il grognait un coup parce qu'il avait perdu 2 coups de suite, mon père il disait, t'as gagné. Et il retournait ses 4 rois. Tu vois? Alors il jouait avec des voyous, et un jour il jouait au Boléro à Belleville avec une équipe, et il rentre un gars qu'on connaissait, un petit Mac, qui s'appelait le Beau Jimmy. Et là, vous allez tous vous tenir à carreau, hein. J'ai un Osweiss, joue à nuit, ils m'ont donné un pistolet extra plat. Alors vous allez tous tenir à carreau, autrement vous allez voir ce que c'est que le grand méchant loup. Et Pierre Loutrel, il jouait pas aux cartes, Pierrot le Fou, mais il s'asseyait derrière un joueur et il regardait. Et quand il voyait que le joueur avait perdu 2 coups de suite, il disait, bon, écoute, je te guigne, je me casse. Mais non, tu rigoles, Pierrot, enfin, Pierrot, mais non, tu me fétiches. Enfin bref, les mecs, ils en faisaient des tonnes, tu vois, pour que Loutrel, il reste à côté d'eux. Bon. Et Pierrot, il était là, et il entendait le Beau Jimmy qui disait, moi, un Osweiss, moi, un Lugère, tout ça. Il dit, un grand coup comme toi, ils ont donné Moi j'ai braqué les Lugères. un feu. Là, il les fait voir. L'autre, il lui donne le feu. Pam, pam, pam. Pierrot, il lui met tout le chargeur dans la gueule. Oh là là. Puis il s'en va. Mon père, il est resté 3 jours au lit, malade, couché. Ils l'ont roulé, ils l'ont mis sur le billard. La nuit, ils ont été jetés dans le canal de l'Ourcq. Tu sais. Et tout le monde disait à mon père, mais tu peux sortir, mais rien du tout. Mais c'est les têtards qui sont en train de le becter, le Jimmy. Qu'est-ce que tu nous fais chier? Personne ne va parler. Tout le monde a le traxir de Pierrot. Personne ne va parler. Et puis effectivement, personne n'a jamais rien parlé. Là, alors là, tu vois, il faut tourner, mais il ne faut pas quitter le dur. Non, parce que là, on est mal. Hein. Si on s'embourbe là, on Moi, est mal. Hein. Tu peux me faire confiance. Alors. Jamais tu t'embourberas avec moi. Vas-y, envoie. Tu sais que... Tu sais que si c'est une autre bagnole, elle sort pas. Hein. J'ai pas fait gaffe comment. Ouais, ça va, elle est montée en hauteur. C'est du jus de pomme que tu as dans les bras. Hein. Et je vais la rebaisser là. Bien comme ça se baisse.
femme, Oui. elle aimerait ce genre de paysage. Ah oui, ma femme, elle est Moi, très... ouais. Enfin, moi, je fais pas tout. Paysagiste. Bah, moi, ici, c'est trop du cul du monde, mais à partir du moment où je vois pas des êtres humains, je me sens bien. Ah, Ça me console de c'est- ne pas voir des êtres C'est une humains. misanthrope à tout va, toi. Non, je suis pas misanthrope à tout va. Moi, je veux être dans l'exigence avec les gens, c'est-à-dire des gens d'exception, des gens avec qui tu partages des idées, un point de vue critique, un point de vue humain. Tu fais pas l'impasse sur l'humain. Éventuellement, tu fais de la création, mais tu fais pas de la création manichéenne. Tu fais quelque chose qui peut, bah oui, laisser une trace. Et puis l'amitié, c'est pas une communication superficielle, quoi. Moi, j'ai tout simplifié. Je me suis déguisé en antipathique une fois pour toutes. Eh ben, Comme ça, j'ai la paix. Ah, bon. non, on parlait de Romain Gary, Ah oui, oui, oui. quand dans son livre Charge d'âme, c'est Ouais. ce qu'il dit. J'ai surtout connu Jean, moi. Hein. Ouais. Ah oui. Mais pourquoi tu dis elle vivait en vrac? Hein? Pourquoi tu dis elle vivait en vrac? Parce qu'elle avait un appartement rue du Bac où elle recevait tous les Yougo-rosseleurs de Paris. Elle achetait tout ce qui ne voit pas le jour, des fortunes du reste, parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient trouvé une drôle de pouliche. Après, elle s'est amourachée d'un petit Nord-Africain nul. Bon, Moi j'aurais pu lui vendre, je dirais, elle en est morte. tu un vois. maximum de Rolex. Hein. À l'époque, on ne savait plus où lui mettre tellement dans la vie. Elle en est morte du reste. Parce qu'un jour, elle s'est disputée avec lui, je ne sais plus pourquoi. Elle a pris sa bouteille d'eau minérale, elle est sortie en robe de chambre, elle a été dans sa voiture boulevard Flandrin, puis elle est morte dans la voiture. Et c'est des passants qui s'en sont aperçus, parce que ça puait, elle était décomposée. Le petit arabe, il avait été vu sa vie, il s'était pas occupé de savoir où elle était partie. Voilà comment a fini la grande Jean Seberg. La Jeanne d'Arc de Otto Preminger. Bah, je crois pas qu'il y ait de grandes ou de petites fins, il y a des fins tout court. Non, moi je me dis maintenant, chaque jour est une vie. Faut pas qu'on me dise tu as 75 ans, ou tu as 74 ans, ou tu as 18 ans, je m'en fous de ça. Moi je dis chaque jour est une vie. Chaque jour je me lève, je me rase, je me parfume et tout. Je dis putain, je suis encore là les mecs. Elle est pas belle la chose? Eh ben, c'est sympa de dire ça. Eh oui, mais je... Eh ben, moi je vais me dire ça aussi. Eh ben, tu vas te dire ça. Chaque jour tu vas dire, Ah non, ouais. non, toi tu es encore dans les temps viables. Ouais, je pense à toi, je pense à toi chaque fois que je me dirais ça. Je Ah me ouais? dirais, tiens, monsieur Zardy, quand il se lève le matin, qu'il se rase, bien quand il est au restaurant, qu'il mange un bon plat, ou qu'il est avec des amis, parce que quand même, il y a sûrement des gens qui comptent pour vous. Eh ben tu dis chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Ouais. Voilà. Moi j'avais un copain marocain, moi. Mais hélas, Il avait une peur terrible de partir en avion, de monter en avion. Tu moi, sais. Alors c'était un bel homme, une espèce de Gary Grant à la nord-africaine, très sympathique, très drôle. Il avait toutes les gonzesses de la terre, il avait un pognon fou. Il me dit, j'ai qu'un truc, j'ai peur de l'avion. Alors je lui dis, mais t'as peur de quoi? Je dis, dans l'avion, t'es dans la main de Dieu, c'est tout. Il me dit, si je vais en avion, tu viens avec moi? Je lui dis, ça dépend où tu vas. Il me dit, je vais au Maroc 8 jours, tu viens avec moi? Ben, je lui dis oui. On a pris l'avion pour aller au Maroc. Il était assis derrière avec un whisky en train de baratiner les hôtesses. Tout d'un coup, il a traversé l'avion à toute vitesse. Il me dit, tu m'as dit que dans l'avion, on est dans la main de Dieu. Et je dis oui. Il me dit, et si Dieu, il ouvre la main? Je lui dis, mais Simon, t'es fou, quoi. Tu sais que moi, j'ai un sketch qui s'appelle Croire en Dieu. Et du reste, si tu vois dans la salle, les gens sont très étonnés. Parce que je dis, moi, les gens qui disent, moi, je crois en Dieu, ils me font rigoler. Les gens qui disent, moi, je crois en Dieu, ils me font rigoler. Et les gens qui disent, moi, je ne crois pas en Dieu, ils me font pleurer de rire. Attends, ils sont les maîtres de toutes les explications? Attends, il faut qu'on me dise, moi, comment tu expliques qu'une fourmi, elle peut tomber de 1000 fois sa hauteur sans se faire de mal? Moi, je ne demande pas de croire en un Dieu en cube, en crabe, en croix ou en triangle inversé de l'imagerie populaire. Moi, je crois à une puissance chimique, magnétique, divine de l'univers. On ne sait pas. Non, bien sûr qu'on ne sait pas, mais on imagine. Un infini peut-être? Un autre infini, ce qui est devenu. Ah oui, je me souviens, c'était un grand. Un grand blond, costaud. Ouais. Il a fait un peu de catch aussi. Ouais, mais je ne l'ai pas connu, mais comme ça me dit quelque chose. Ah, il en a fait des braquages. Bah, tu sais, au Châtelet, là, celui qui a la plus grande brasserie, là, comment il s'appelait là? Les MR. Bah, c'était le plus grand refourgue de Paris. Ouais. Il faisait les papiers, il faisait tout, il achetait les montres, il achetait tout.
Voilà, quoi. Et c'est là que Marcel Barroquel, Marcel le Coréen, a ramassé du plomb une fois. Ouais. Tu sais, dans les années encore, le crépuscule, si tu veux, de la voyoucratie, c'est que dans les années 60, tu sortais du placard, il y avait toujours un mec, on se cotisait, tu vois, tiens, voilà 1000 balles, voilà 1000 francs, voilà 1000 francs, tu avais tout de suite 10 000 balles, quoi. Et puis on t'emmenait à Montmartre, tous les bars de Montmartre étaient tenus par des voyous. Donc c'était des cambas, c'était des gamelles, tu vois. Et après il y avait toujours une nana qui était là pour tirer sur l'élastique, quoi. On trouvait toujours une gonzesse, dit tiens mon pote, il vient de se faire 5 piges, 3 piges, tu vois. Donc il y avait il y avait aussi cette espèce d'humanité, de générosité chez les prostituées, quoi. Et tu savais que le mec, bon, si le mec lui plaisait un petit peu, c'était pas du forcing, c'était pas non plus. Voilà, il y avait. Puis des fois, ça donnait lieu à des histoires d'amour, quoi. Alors, tu prenais un estafette, tu n'avais pas une thune, tu sortais du placard, tu avais ton bulletin d'écrou, évidemment, tu faisais peur à tout le monde. Tu prenais un estafette, tu délourdais un magasin de fringues, un magasin de chaussures, tu en faisais 3-4 dans ta semaine. À la fin du mois, tu avais tes 10 bars. Il y avait Cheveux Blancs, tu vois. Oui. Tu te rappelles de Cheveux Blancs? Oui. On allait tout vendre chez Cheveux Blancs. Cheveux Blancs, il achetait tout. Dès lors qu'il n'y avait pas de résiné qui avait coulé, il achetait, tu vois. Quand c'était une affaire où il y avait de la violence, il n'achetait pas. Oui. Mais aujourd'hui, tu sors du placard, tu as des mecs qui sont un petit peu installés, mais ils font comme s'ils ne te connaissaient pas. Un bifton de 500 balles, ils ne te le donnent pas. Je vous dis comme on dit, et qu'on me prendra. La belle société qui se met à se mêler. Chaque fois qu'on me demande où as-tu des sous. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu trouvés sans avoir trimé pour la société. Je vous dis comme on dit, et qu'on me prendra au nom de la loi. La belle société. Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid. Messieurs les corbeaux passeront ma peau comme un étami. Mais auparavant, j'aurai comme le vent, je mets quelque part ma graine d'ananas. Comme tous les jours, chez au lycée, je rencontre dans la cour mon prof d'anglais. Elle me dit bonjour jeune homme, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale conne, ça te regarde pas. Et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève poubelle, blanc, une belle. Le proviseur m'a convoqué le lendemain dans son cabinet privé pour un entretien. Il me dit essuyez vos pieds avant d'entrer. Je lui ai dit écoute mon pote, tu me laisses causer, et je lui ai dit crève salope. Et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, blanc, viré. Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné. J'ai été complètement perdu, désespéré. Un flic me voit et me dit qu'est-ce que tu fous ici? À l'heure qu'il est, tu devrais être au lycée. Et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, blanc, bouclé. Ici, il a neigé. Hein. Ah, je crois que tu dormais. Non. Moi, je roule cool pour te laisser dormir. Non, j'ai dit ici, il a neigé. Ah oui. Peut-être que la voiture ne va pas grimper. Ici, on est dans la Côte d'Or. Ah. Moi, je suis à la pointe entre Lyon, l'Aube et la Côte d'Or. 10 km dans un sens, je suis dans Lyon. 10 km dans un autre sens, je suis dans l'Aube.
20 km dans un autre, je suis dans la Côte d'Or. Lyon, les pédophiles et les maquignons. C'est quoi? Les pédophiles et les maquignons. Et pourquoi tu dis ça? Parce que c'est réputé pour ça. C'est la Côte d'Or? Non, Lyon. Ah bon? Ah bah oui. Au mètre carré, il y a le plus grand nombre de pédophiles. Mais les maquignons, moi j'aimerais bien en connaître quelques-uns. Ah oui, bah t'as déjà tous les maquignons du football. Ah ouais, mais ils n'ont pas d'argent liquide sur eux, c'est ça que je veux Les dire. Giroud, les Bourgoins, les... Ah tout bah ça. ouais, mais tu en fais disparaître un, tout son entourage. T'as tout l'entourage tout de suite qui te saute dessus. Ah oui. Non, moi je parlais du maquignon, tu vois, qui va acheter ses vaches. Ah et non, qu'à- non, le et maquignon, qu'à- non, c'est plus les vaches, c'est les hommes. Non. Et qu'à 500 000 en liquide, là ça vaut le coup quand même de lui mettre un petit coup de crosse sur la tête, non? Oui. Ah, Pour oui. 500 000. À mon avis, oui. Sans témoin, sans rien. Ah, ouais. Moi j'aime pas quand l'argent traîne comme ça, ne pas le ramasser. Oh là là, oh là là. Ça glissouille, hein. Il est pas content d'aller se coucher, le soleil. T'as vu comme il flambe? Bah écoute, je trouve qu'il est magnifique, moi. Hein? Le soleil. Ah, il est magnifique. C'est vrai que... Tu vois, regarde, Munich. Pas un gendarme. Il n'y a pas un pèlerin, tu veux dire? Peu importe. Un pèlerin, ça va, mais il y a surtout qu'il n'y a pas un gendarme. Moi, c'est le fait de ne pas avoir des flics, ça me repose. Tu vois. Ah, sur un poulet, ça fatigue. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'un poulet vienne foutre dans toute cette froidure et... Ah bah ouais, mais justement, qu'ils ne viennent pas. Moi, les flics, ça me stresse, ça me fatigue, ça me pourrit la vie, tu vois. Je me dis, mais comment cette race, comment on peut fait- rogner père et mère? Mais c'est fait pour ça. Ah ouais, écoute. Moi, je rêve d'un monde idyllique, tu vois, sans flics. J'ai encore des utopies qui me poussent dans le dos. Je pense que les êtres humains devraient être des bombes humaines, tu vois, un homme libre, un homme conscient, un homme lucide, mais tu ne peux pas l'opprimer. Tu ne peux opprimer que des esclaves masqués, des esclaves inconscients. Et les flics sont là pour réduire les gens en esclavage. Ce sont des esclaves, les flics, qui gèrent d'autres esclaves. Moi, j'ai pas besoin d'esclaves, j'ai pas besoin de maître. Toutes mes nanas avec qui j'étais, elles ont toujours été étonnées parce que moi, je repasse mes chemises moi-même. Je considère qu'un mec qui a besoin que sa gonzesse lui repasse sa chemise, c'est un mec qui a besoin d'esclaves. En fait, je plaisante comme ça, mais je pourrais pas supporter. Mon sens à l'autre est toujours égalitaire. Tu sais que moi, j'ai fait des braquages avec... J'étais en prison et j'avais même pas de quoi m'acheter une plaque de bord, c'était épouvantable. Je criais mon innocence dans le désert et un jour il y a Libé qui passe des petites annonces. Donc j'envoie des petites annonces. Je passe une annonce dans Libé et j'ai une quinzaine de réponses. Et parmi la quinzaine de réponses, il y a Nana qui me répond et ce qu'elle me dit, vraiment ça me bouleverse, quoi. Et effectivement, elle me voir par là, on est tombé amoureux l'un de l'autre. Elle s'est battue pour que j'aie en permission. C'est grâce à elle que j'ai eu mon premier bol d'air. Et en permission, elle me dit, et moi je le dis aussi, tu vas pas rentrer? Ben, je dis non, on va pas rentrer, on va vivre ce qu'on a envie de vivre, quoi. Donc on s'est mis en cavale, elle et moi. Et on a fait des braquages ensemble. Moi j'ai braqué dans ma vie avec une femme qui s'appelait Jacqueline Prost. Évidemment c'est mal terminé. On s'est retrouvés en prison. Ils nous ont mis en prison. Mais elle aimait ça braquer, quoi. Ça lui plaisait, ça ne lui dit rien. Tu vois, là GB il
il va mieux, quoi, tu vois. Il recommence à manger, tout ça. Oui. Et à un moment donné, on se pose la question de savoir. Il m'a dit, Roger, amène-moi un calibre. Hein. Ah bon? Il m'a dit, qu'est-ce que j'étais con dans ma vie, au moins j'aurais dû m'acheter un calibre. Il m'a dit, là, je suis intubé de partout, je peux pas manger, c'est l'horreur. Il m'a dit, au lieu de distribuer de la cortisone, il ferait mieux de nous filer des calibres. J'ai dit, GB, moi je peux t'en filer un quand tu veux. Il m'a dit, tu ferais ça? Je dis, je suis bien sûr que je le ferai. Mais quel âge il a? 75 ans. Eh oui. Tu vois, on me dirait, plus jamais tu coucheras avec une femme, plus jamais tu aimeras un être humain, et en compensation, tu retrouves ton chien tout de suite. Et ben, je signe les yeux fermés. C'est vrai qu'il a une bonne tête. C'est sa dernière journée, quand il était déjà. Il a 19 ans, il est au bout du rouleau. Tiens, je souhaite jamais que ça t'arrive, ça, de tomber amoureux d'un chien, tu vois. T'en fais dans une autre? Bah, je t'en fais une autre, celle-là, rien. Une dernière journée avec lui, quoi. Je sais pas. Ah, ça, c'est moi avec mon chien. Je fais ça avant de lui dire adieu, quoi. Je sais pas. Puis j'ai été condamné à être guillotiné. Le jour de mon exécution, j'ai eu droit au cureton. Il me dit repentez-vous mon frère dans une dernière prière. Et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier. Blanc, ils ont tranché.